C'est la femme qui a causé la perte de l'homme, tout le monde le dit, regarde la Bible, les Grecs, tout le monde. Oula, très malaisant ça. Et salut, c'est Manon Bril, bienvenue dans un nouveau Tu vois le tableau. C'est un format où je t'apprends à reconnaître les sujets récurrents dans l'histoire de l'art, à les identifier et ce n'est pas chiant, tu vas voir. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à reconnaître les mythes de Prométhée et de Pandore, mais pour cela, il faut que je te raconte d'abord leur petite histoire. Comme tu le sais sans doute, dans la mythologie, il y a plusieurs versions qui cohabitent. Donc je vais te raconter un mix entre la version d'Hésiode, dans Les Travaux et le Jour, et le récit qu'en a fait un chercheur qui s'appelle Jean-Pierre Vernant, dans son super ouvrage L'univers, les dieux, les hommes, que je te conseille, qui est très accessible et très cool. On s'en fout, bref. Bienvenue dans C'est une autre histoire. Pour te remettre un peu le contexte rapido, après la création de l'univers et quelques péripéties, il y a ce qu'on appelle un âge d'or où les hommes et les dieux vivent ensemble. C'est plutôt cool, ça se passe plutôt bien, d'où le nom âge d'or. Donc ils festoient ensemble, tous les jours c'est bonheur, fête, voilà, on se raconte des belles histoires dans les banquets, on bouffe toute la journée, on se tape sur la cuisse en se marrant bien. Ah bah bien ça, on fait tourner les serviettes. Et les hommes ne connaissent pas les mots M-A-U-X, le pluriel de mâle, et non pas les mots, hein, ils savent parler. Pas les mots avec sa mèche. Et pas les gothiques non plus. Ils ne vieillissent pas, ne meurent pas, mais il n'y a pas tellement de naissance pour eux non plus, ils sont juste là au milieu des dieux. Éventuellement, ils disparaissent au bout d'un moment, mais c'est pas comme une mort, bref. Ils ne sont pas malades, ne souffrent pas, ne travaillent pas, toute la bouffe est à dispo, ils restent jeunes. Et surtout, les femmes n'existent pas. Le féminin existe par contre, puisqu'il y a les déesses, mais pas les femmes mortelles donc. Du coup, les hommes ne connaissent pas non plus l'union avec la femme, ce qui implique le cycle de la vie avec la naissance, la mort aussi, tout ça. Pour qu'il n'y ait pas de mort, hein, faut pas qu'il y ait de naissance. Sauf que survient la guerre entre les dieux et les titans pour déterminer laquelle aura le pouvoir sur l'univers, et ce sont les dieux avec à leur tête Zeus qui l'emporte. Et Zeus devient donc le souverain de l'univers. Rien que ça. À partir de là, il y a une répartition. Les titans sont envoyés dans le Tartare souterrain, les enfers, et les dieux, eux, sont logés au sommet de l'Olympe. Mais comment répartir la place entre les dieux et les hommes? Zeus fait alors appel à un titan qui est resté neutre dans la guerre entre les dieux et les titans. C'est Prométhée. Prométhée, ça veut dire celui qui voit avant. Prométhée, celui qui prévoit, celui qui anticipe. C'est un personnage doué d'une intelligence rusée. D'ailleurs, il a un statut un peu entre deux, c'est pas tout à fait un titan. Il est dans aucun camp, etc. Et il a une relation de complicité avec les hommes, justement parce que son statut est proche du leur. Eux aussi, ce sont des créatures ambiguës. Zeus demande donc à Prométhée de faire une répartition entre hommes et dieux. Pour cela, Prométhée apporte un taureau et le découpe en deux parts inégales qui symbolisent les différences de statut. Dans une des parts, Prométhée met tous les os de l'animal qu'il englobe d'une fine couche de graisse appétissante, si apparemment c'est appétissant. Et dans l'autre, il met toutes les viandes, toutes les chairs comestibles qu'il fourre dans l'estomac de l'animal bien visqueux, bien dégueulasse, bien répugnant. Prométhée demande alors à Zeus de choisir la part qu'il veut. Zeus sait qu'il veut le duper, c'est le roi hein, quand même, c'est le plus malin, mais il accepte de se prendre au jeu et il choisit la belle part avec tous les os et il revient aux hommes la part avec tout ce qui est comestible. Cette histoire justifie en fait les pratiques des sacrifices, donc le fait qu'on brûle les os et toutes les parties pas intéressantes pour les offrir aux dieux et qu'on mange les chairs des animaux sacrifiés. Alors on peut penser que Zeus s'est fait berner, et en effet il est en colère contre Prométhée, mais en réalité est-ce que les hommes ont vraiment eu la bonne part? En fait, dans la symbolique, ça rappelle que les hommes, eux, ils ont constamment besoin de se nourrir et de s'alimenter, alors que les dieux, eux, ils en sont exempts. Ils en sont exempts. Ils ne se prennent que l'essence de l'animal qui monte aux cieux sous forme de fumée. À pile! Donc la vitalité des dieux, elle est autre que celle des hommes. En revanche, Prométhée a voulu berner Zeus, et ça se paie. Zeus décide alors de cacher le feu aux hommes ainsi que le blé. Avant, les hommes trouvaient le feu au sommet de certains arbres, les frênes. C'était le feu de la foudre de Zeus, tombé et qui était éternel. Mais Prométhée réplique encore, et il parvient, ni vu ni connu, à piquer le feu sur l'Olympe. Et il le ramène aux hommes. Et donc Zeus a aussi caché le blé. Alors avant, tout poussait tout tranquillou. Maintenant, les hommes, ils vont devoir faire un effort pour que le blé pousse. Il va falloir creuser, il va falloir l'enterrer, il va falloir le conserver l'hiver, etc. C'est le début de l'agriculture. Donc maintenant, les hommes doivent travailler pour vivre et manger. Et ils vont aussi devoir entretenir ce feu que Prométhée leur a apporté. Ça n'est plus tout à fait le feu divin qui est éternel. C'est un feu qui a de l'appétit aussi, qui consomme des trucs qu'il faut nourrir et alimenter. Et comme les hommes ont eu la viande, le feu est précieux parce qu'ils ne mangent pas la viande crue. Ils ont besoin de la cuire, de la cuisiner. C'est ce qui les différencie de l'animal. Donc le feu, c'est vraiment ce qui fait la particularité de l'homme par rapport à l'animal. Bon, alors là, on pourrait se dire que c'est bon, les hommes, ils en ont eu pour leur grade. Eh bien non, souviens-toi, il manque la femme. Donc la mort, tout ça. Et oui, car Zeus va à nouveau répliquer, évidemment. Puisque Prométhée a volé le feu, il trouve une autre vengeance.
Il demande à Héphaïstos de composer un corps en mélangeant de la terre et de l'eau, de lui donner une apparence humaine et une très grande beauté proche de celle des déesses. Athéna doit lui apprendre les travaux des femmes, c'est-à-dire le tissage. Aphrodite doit lui conférer la grâce, mais aussi lui insuffler le désir. Et Hermès lui remplir le cœur d'un esprit impudent. C'est donc la première femme. Elle se nomme Pandore parce que Pandora en grec ça veut dire dotée de tous les dons, puisque du coup chacun des dieux lui a fait un présent. Puis Hermès l'a conduit à Épiméthée, le frère de Prométhée. Lui c'est l'inverse de Prométhée. Épiméthée c'est celui qui comprend après, qui anticipe rien du tout, qui se fait avoir quoi. Et Épiméthée ne se souvient pas que Prométhée lui avait justement conseillé de ne rien accepter de Zeus, parce que Prométhée lui il a anticipé. Donc Épiméthée accepte cette très belle femme chez lui et l'épouse direct. Épiméthée donc ça veut dire celui qui pense avec sa bite. Pas du tout, mais t'as compris. Et à partir de là, l'humanité est double. Elle n'est plus faite que du genre masculin. Ça veut dire aussi qu'on commence à niquer, mais du coup qu'on commence à naître et à mourir aussi. Et en plus, Pandore est jamais satisfaite, elle en veut toujours plus, etc. Une femme quoi. Or maintenant, les hommes doivent travailler pour produire de la nourriture, etc. Et en plus, elle veut tout le temps niquer et puis son mari. En fin de compte, l'ironie du sort, c'est qu'en quelque sorte, les hommes ont reçu un autre feu qui les consume aussi. La femme, c'était leur nouveau feu quoi. Un Zeus, il s'est bien vengé. Et ça va plus loin que ça. Genre jusqu'à Melun. Jusqu'à Melun. Pandore est arrivé avec dans ses mains un grand vase qui contient tous les maux de la terre. Tous les mots qui ont été enfermés là, mais elle ne le sait pas et on lui a dit de ne pas ouvrir cette boîte. Mais Zeus fait germer dans sa petite tête l'envie, la curiosité, l'idée d'aller ouvrir ce truc pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien sûr, Pandore n'y résiste pas. Elle ouvre un jour la jarre et tous les mots s'échappent. Oh là là, on s'y attendait pas. Elles sont vraiment connes ces femmes. Dans la panique, elle referme la boîte et il ne reste au fond que l'espérance qui n'a pas eu le temps de s'échapper. C'est tout ce qui reste aux hommes. Ta bite, ton couteau, ta femme chiante et l'espérance. C'est depuis ce jour que la Terre est remplie de maux, la fatigue, la maladie, les accidents, la mort, etc. Bref, l'homme a été bien puni des actions de Prométhée. Et Prométhée lui aussi a été puni d'ailleurs à nouveau, puisque Zeus l'a fait enchaîner sur une montagne où un aigle, donc l'oiseau de Zeus, en continu lui bouffe les entrailles. Donc tous les jours, il se fait bouffer le foie en entier et la nuit, il se régénère. Et le lendemain, ainsi de suite, repeat. Bon, un jour, il sera délivré par Héraclès, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voici deux épisodes que tu trouveras souvent représentés dans l'histoire de l'art. Déjà, Pandore, la plupart du temps, on la représente le moment où elle ouvre ce récipient qui est très souvent représenté sous la forme d'une boîte. Tu as par exemple ce tableau de Waterhouse de 1896 où tu la vois timidement, un peu honteusement ouvrir la boîte et tu vois une petite fumée qui commence à s'échapper déjà, qui montre que les mots se barrent de la boîte. Tu peux aussi trouver la scène de sa naissance, de sa création représentée, mais ce que les artistes préfèrent, c'est souvent la scène de l'ouverture de la boîte. Donc juste avant, quand elle commence à l'ouvrir, ou après, quand elle s'enfuit en panique parce que les mots sont en train de se répandre. C'est Théo de Balade Minable. C'est Balade Minable. C'est lui qui l'a dit. On avait dit qu'on doit être gentil toute la journée l'un envers l'autre. On n'y arrive pas. De même, parfois dans l'histoire de l'art, tu pourras voir aussi le moment où Prométhée vole le feu. Donc il s'échappe du ciel avec une torche. Mais surtout, la scène très populaire, c'est la scène où Prométhée se fait bouffer le ventre. C'est bien plus dégueu, du coup. Regarde-moi par exemple cette sculpture de Nicolas Sébastien Adam. Ça a l'air désagréable. Donc maintenant, tu sais que si tu vois une femme en train d'ouvrir timidement une boîte un peu craintive, c'est probablement Pandore. Et si tu vois un mec en train de se faire bouffer le ventre par un aigle, c'est sans doute Prométhée. Tu pourras raconter à tes potes comment Prométhée a piqué le feu et a fait punir les hommes et lui-même. Et aussi maintenant tu sais que c'est les femmes qui sont la cause de la souffrance de l'homme. Voilà, c'est les Grecs qui te l'ont dit, super féministe. Bon, après on peut se demander si c'est vraiment la faute de Pandore parce que finalement c'est Épiméthée qui l'a accueilli. Donc à un moment donné... Et c'est la fin de cet épisode. Si t'as plu, partage-le. Tu peux lâcher un petit tip sur Tipeee si tu as aimé. Si tu n'as pas d'argent, tu peux regarder une publicité sur YouTube. Si tu n'as pas envie de te taper une publicité et que tu n'as pas d'argent, tu peux partager, ça aide aussi. Et si tu n'as pas envie de partager, je te fais un gros bisou quand même. Ne va surtout pas sur cette chaîne, la chaîne de Balade Mentale, c'est un fait. Qu'est-ce que tu fais là? Ok, tu peux couper. Pardon, t'as dit qu'on était gentils. Couper.